Le Mans, la finale de l'IMSA 2024 avait lieu le week-end dernier sur le circuit de Road Atlanta aux États-Unis. Une finale qui a consacré Porsche Penske Motorsport au terme de cette saison américaine. Un titre pas volé pour l'alliance germano-américaine au vu de la saison et du déroulé des dernières épreuves. Mais une course qui, par contre, a souri au Cadillac Racing avec la dernière course en lien avec Chip Ganassi Racing. Et la victoire pour Scott Dixon, Sébastien Bourdet et Renger van der Zande au terme de ces 10 heures de course. Petit Le Mans sur laquelle nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et pour cela, je suis avec Thibaut Villemont, toujours aux États-Unis à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et l'issue d'une saison au final dominée par Porsche Penske, mais un dernier cadeau d'adieu pour Cadillac Racing avec Chip Ganassi. Salut Pierre, salut à tous. Ouais, c'était encore une fois une belle finale, comme tu dis souvent, sur un tracé très court, vallonné. Kevin Estre disait c'est Petit Le Mans, c'est un peu l'archétype de la course d'endurance nord-américaine avec un circuit qui pardonne rien, un trafic de dingue à gérer, donc tout peut se passer. Et on a eu étonnamment peu de drapeaux jaunes. Hein. Moi, je m'attendais honnêtement à une dizaine d'interruptions de course. Et en fait, on en a eu que 5 et on a eu une très très longue période de drapeaux verts. Mais le final a été absolument dingue avec un très beau duel entre la Porsche numéro 6 et la Cadillac numéro 01 qui a tourné en la faveur des Américains qui avaient pourtant très très mal commencé la course. Et puis voilà, un scénario de dingue avec des histoires de phares. On a cru que la direction de course avait demandé à Renger van der Zande de s'arrêter. Donc c'était vraiment un final en apothéose pour une peut-être qui est la plus belle saison de l'IMSA jusque-là. Le déroulé de la course et le résultat final. Sébastien Bourdet a eu des soucis de capteurs, c'est ça, qui ont retardé la 01 dès les premières heures de course. Ah bah exactement, en fait c'est un souci au niveau des couples mètres, hein, donc c'est une des nouveautés sur ces autos qui permet de contrôler la puissance des autos et en fait donc il y en a un de chaque côté de l'auto et en fait c'est le droit a fait défaut. Ça avait déjà été le cas en qualif et là au bout de 3 tours Sébastien a un peu pesté parce que c'est retombé. Donc là ça a quand même été compliqué hein, parce qu'il a perdu à peu près 20 kilowatts. Donc ça a été un petit peu de la survie et au final lors de la deuxième interruption de course je crois l'IMSA a autorisé Cadillac à déconnecter ce couplemètre. C'était quand même un désavantage hein, pour la voiture parce que normalement le niveau de puissance est calculé sur la moyenne des deux couplemètres. Là, il a été calculé que sur la gauche. Et en fait, bah voilà, ils avaient un petit déficit quand même de puissance. Donc tout était quand même très très mal embarqué. Mais l'équipe a fait du super boulot. Ils ont réussi à rester au contact du groupe de tête. Et derrière, bah, ils ont croisé les doigts en se disant c'est pas possible qu'il n'y ait pas un drapeau jaune. Ils l'ont attendu très longtemps. Mais au final, il est arrivé de mémoire à 37 minutes du but, mais oui, il pensait vraiment que c'était au terme de la première heure que c'était peut-être peine perdue. Rester dans le tour, hein. On sait Thibaut, aux États-Unis, c'est la condition sine qua non pour espérer l'emporter. Hein. On voit au vu du résultat final que le trio Dixon, Bourdet, Van der Zande est le seul dans le tour avec les deux Porsche. Donc c'est sûr que ça a été un peu la survie, comme tu disais, pour le trio. Porsche Penske, donc qui, alors certes, c'est Felipe Nasser et Dane Cameron qui sont titrés hein, chez les pilotes. Au terme de cette saison, bon, un résultat qui n'est pas une surprise vu l'avance qu'il y a eu avec l'épisode de la disqualification de la numéro 6 après Indianapolis, la pénalité surtout de la numéro 6 pour un non-conformité technique. Pourtant, c'est bien la numéro 6 qu'on a le plus longtemps vu aux avant-postes, Thibaut, avant que Cadillac Racing prenne l'avantage en toute fin. Oui, bien sûr. Alors d'abord, pour rebondir ce que tu disais après, c'est vrai que voilà, les drapeaux jaunes jouent toujours un rôle prépondérant dans les courses américaines. Et après, Petit Le Mans a cette particularité d'être un tracé qui fait que 4 kilomètres. Donc en fait, la pénalité, un drive-through, ça se paye très cher. On a pu le voir avec la Cadillac numéro 31, qu'il y en a eu deux et jamais ils ont vraiment réussi à revenir dans le jeu parce que bah, c'est le tour, que de 4 kilomètres, c'est vite perdu. Tu fais bien de le signifier, la Porsche numéro 6. Honnêtement, sur l'intégralité de la course, c'est elle qui mérite de gagner. Et Sébastien Bourdet le reconnaît d'ailleurs à l'arrivée l'année dernière. Sébastien Bourdet et ses équipiers ont dominé, honnêtement, 9h30 de course. Ils étaient intouchables et ils ont tout perdu à la fin pareil, sur des événements de course qui ont fait que ça a tourné en la faveur de l'Acura numéro 60, mais ils avaient rien à se reprocher. Et là, en fait, c'est un petit peu le contraire qui s'est passé. Ils disaient l'année dernière, l'Acura numéro 60 nous a volé la victoire. Et cette année, c'est presque le contraire. Eux, ils ont été dominés pendant 9h30 de course de par les problèmes qu'on vient de citer, par la Porsche numéro 6. Et à la fin, bah, en fait, ils leur chipent un peu la victoire. Mais la Porsche numéro 6 de Mathieu Jaminet, Nick Tandy et Kevin Estre, ça a été la plus en vue hier.
Clairement, ils ont dominé la voiture sœur. Est-ce que c'est une surprise? Non, pas du tout, parce que globalement, honnêtement, ils l'ont dominé durant la saison. Dominé, ils l'ont pas humilié. Hein, c'était les deux ont fait une belle saison, mais très vite chez Porsche Penske, dès les 12 heures de Sebring, la décision était prise de faire des consignes d'équipe. Ah, c'est dommageable pour le sport, hélas, mais il s'attendait à ce que la lutte soit féroce face à Cadillac. Et comme la numéro 7 a gagné les 24 heures de Daytona, très vite, Nick Tandy, Mathieu Jaminet, épaulé sur certaines courses par Kevin Hess, donc à Daytona et Petit Le Mans, ont dû se mettre au service de leurs équipiers. Après, malgré ça, Indianapolis, ils terminent troisième, et leurs équipiers, Dan Cameron et Felipe Nasser, ont des soucis. Ils reviennent dans le jeu, et puis là, il y a cette disqualification pour la deuxième saison de suite. Ils sont disqualifiés après un résultat probant. L'année dernière, c'était une victoire à Watkins Glen. Cette fois-ci, c'est une troisième place à Indianapolis. Et globalement, cette disqualification a hypothéqué quasiment totalement leur chance de titre. Au départ, de mémoire, je crois que Felipe Nasser et Dan Cameron pouvaient se contenter d'une huitième place, pour gagner, quel que soit le résultat de la voiture sœur. Donc c'est quand même une saison très très frustrante, honnêtement, pour Mathieu Jaminet et Nick Tandy, parce qu'ils ont été assez irréprochables. Le titre leur échappe, voilà, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Là, Petit Le Mans leur échappe à 13 minutes du but. Et ça, c'est un petit peu, ouais, c'est vraiment rageant. Et pourtant, chapeau à eux, parce qu'ils ont fait un boulot absolument extraordinaire. Et encore hier, c'était les meilleurs. C'est le début de saison un petit peu, Thibaut, qui plombe la numéro 6, quatrième à Daytona, neuvième à Sebring, quand la numéro 7 fait premier et troisième sur les deux premières manches. Et comme tu dis, c'est peut-être aussi ça qui a incité Porsche Penske à mettre un peu plus de poids dans la balance de la numéro 7. La régularité a payé, les 4 premières courses pour la numéro 7, c'est 4 podiums, dont une victoire. Quand il a fallu attendre la quatrième manche de Laguna Seca pour voir la numéro 6 s'imposer. Certes, ça se joue là à Petit Le Mans, mais est-ce que c'est pas le début de saison aussi qui est dommageable pour le duo Jaminet-Tandy? Oui, c'est sûr que ça joue. Après, c'est vrai que ce qui les frustre, c'est qu'ils se sont vraiment bien battus pour revenir et qu'ils avaient réussi. Ils avaient réussi au soir d'Indianapolis. Globalement, la course au titre pilote, elle est totalement relancée. Donc, c'est vrai que quand une semaine après, de mémoire, ils apprennent cette disqualification, c'est un peu dur. Surtout que c'est une erreur, c'est vraiment une erreur de paperasse. C'est une photo qui n'a pas été mise dans le dossier d'homologation, bien évidemment, c'était le cas pour toutes, et ça a été fait, ça a été régularisé depuis, mais bon, ça leur a strictement rien apporté, donc voilà, c'est un peu frustrant. Et c'est vrai que Mathieu, hier après l'arrivée, me disait, c'est à l'image de notre saison. C'est vraiment à l'image de notre saison où on est dans le coup, on fait du bon job, et puis derrière ça veut pas sourire. Mais bon, je peux pas croire que ça ne change pas pour eux. Et encore une fois, voilà, eux, ils ont, c'est pas qu'ils ont rien à regretter. Et en tous les cas, ils ont rien à se reprocher. Ça c'est clair. Et honnêtement, ils peuvent être super fiers de leur saison et de la course qu'ils ont fait hier. Ouais, tout le monde a eu un petit peu, tout le monde avait mal au cœur quand même. Pour eux, même voilà, Sébastien Bourdet a longuement discuté avec Mathieu Jaminet après l'arrivée, et ça a été un petit peu dur à avaler pour eux. Après, honnêtement, c'est ce qu'il disait. Rien à dire. Bravo, Renger van der Zand. Il fait un dépassement splendide à 13 minutes du but. C'était super bien, super bien exécuté au bout de la ligne droite des stands. Nick était un petit peu gêné par une GT. Et voilà, il n'y a rien à dire. Il a plongé. Il l'a eu. Là où ils sont un petit peu plus énervés, c'est que derrière, Philippe Eng tape la voiture, et ce qui fait que Nick Tandy perd tout de suite le contact par rapport à la Cadillac. Donc il peut pas répliquer en fait. Et ça a été plus dur à avaler. Alors apparemment Philippe Eng a eu une crevaison, ça lui a posé souci, et c'était pas du tout bien évidemment intentionnel, mais voilà, ça a empêché Nick Tandy de pouvoir se blottir dans l'aileron de Renger van der Zand, et peut-être lui répliquer lors des 13 dernières minutes de course. Donc une victoire pour le trio composé de Sébastien Bourdet, Renger van der Zandt et Scott Dixon. Cumul de la saison, Thibaut, avant de revenir sur Porsche Penske, cette 0-1 qui avait peut-être un début de saison un peu difficile à Daytona, mais qui a su rebondir très vite à Sebring et à Long Beach surtout. Quelle était un peu l'ambiance dans cette équipe à Petit Le Mans, parce que c'était forcément un peu particulier, la fin un petit peu d'une époque. Bien sûr, c'est un peu ce que nous dit Sébastien dans l'interview qu'il nous a accordé, et qui est en ligne sur le site internet. C'était un meeting un peu un arrière-goût un petit peu amer, parce que c'était quand même un beau groupe, et ils avaient réussi à former une belle équipe, notamment depuis 1 an et demi. Il y a Justin Taylor, l'ingénieur qui est un peu l'ingénieur fétiche de Sébastien Bourdet, qui était revenu après une année chez AF Corse sur la Ferrari numéro 51 en WEC. Et ils avaient un super groupe. Donc l'abandon à Daytona a été très dur à digérer. Et puis après, les 2 dernières courses, ils ont vraiment été en manque de réussite, parce que ils ont eu
un souci à Road America avec un pneu qui finalement se délamine suite à certains faits de course pour lesquels ils y sont pas bons pour rien. Et puis ils sont en lutte pour la victoire à Indianapolis. C'est un petit peu, en fait, ce scénario d'Indianapolis, c'est un petit peu similaire à celui de la Porsche numéro 6, même si les raisons sont pas les mêmes. Mais ils reviennent dans la course parce que la Porsche numéro 7 de Felipe Nasser et Dan Cabron a des soucis. Et là, il y a un pneu qui éclate lors du tour de sortie. Sébastien ne sait pas l'expliquer. Il n'y a pas de raison. C'est pas, le pneu n'est pas incriminé. Il pense qu'il y a certainement une GT qui dans le trafic lui a coupé un peu le pneu parce que lui s'en est même pas rendu compte. La voiture est pas endommagée. Mais voilà. Et là, ils perdent encore une fois eux aussi leur chance de titre. Seb aime à dire que cette victoire à Petit-Le-Mans, c'est la concrétisation d'un super travail abattu par une équipe pendant 1 an et demi et qui n'a pas payé. Alors ça leur rendra pas le titre, mais terminer par une victoire sur une classique, forcément ça rend cette fin d'aventure un petit peu moins amère. Donc c'était quand même très chouette de les voir s'imposer, puis surtout avec un scénario assez dingue. Et pour finir sur l'image globale de la saison par rapport au titre, Thibaut, un Porsche Penske 4e et 5e en 2023 pour les deux voitures au classement pilote. Cette année, 1er et 2e. Est-ce que c'est le titre de la maturité dans un sens pour cette alliance que beaucoup présentaient comme force majeure forcément dans cet environnement endurance au vu du pédigré des deux entités? Bah, ce qui est certain, c'est que, et moi ça me rassure un petit peu, c'est pas facile de venir en endurance et d'aller taper ceux qui sont là depuis un certain temps. On le voit aussi cette année avec BMW et WRT. Alors les moyens sont peut-être pas les mêmes, j'ai pas de chiffres à avancer, mais on s'attendait aussi à ce que BMW, avec une voiture qui a plus d'1 an, je parle du WEC là bien évidemment, avec une voiture qui avait déjà 1 an en compétition en IMSA et une équipe WRT dont on ne cesse de louer les qualités, et bah c'est pas si facile que ça. Donc en fait, ça reste des voitures complexes à gérer. Et là, c'était pareil pour Porsche Penske. Alors Porsche, en plus, ça a été les premiers à rouler avec une LMDH, quasiment 6 mois avant les autres. Ils ont aussi un petit peu essuyé les plâtres pour les pièces standardisées. Honnêtement, tout le monde l'avouait, même Urs Curatel, qui est responsable des programmes officiels LMDH chez Porsche, c'est la première année. Tout n'a pas été parfait. Ils peuvent pester sur la BOP. Il n'y avait pas que ça. Clairement, en exécution, en compréhension de voiture, ils n'ont pas été au niveau des autres. Clairement pas. Ils jouaient pas dans la même cour que Ferrari, je parle même pas de Toyota. En revanche, ils ont bossé, ils se sont retroussés les manches, ils ont bossé comme des fous. Ils ont un petit peu changé la voiture, notamment au niveau si on peut dire, du train avant l'année dernière, avec avec une voiture qui maintenant est plus docile sur les phases de freinage. On l'a expliqué à plusieurs reprises, on va pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Il y a ce nouveau MGU Bosch, la version 2.4, qui a débarqué à Daytona, qui souffre moins des vibrations du V8 de la 963. Et c'était un souci l'année dernière parce que ça entraînait pas mal de problèmes de fiabilité. Et ça les a bien sauvés à tel point qu'il y a des Evo qui pensaient faire sur le moteur et qui finalement ont été remisés au placard, puisque cette année la voiture n'a montré aucun signe de faiblesse. Des petits progrès sur la voiture, beaucoup de setup et aussi de l'exécution où vraiment ils ont été très bons. Et après il y a aussi une dernière chose, c'est en fait des constructeurs ont la possibilité, il y a le software sur ces autos est excessivement important. Et en fait en LMDH il y a pas mal de liberté dessus. Acura tout de suite a décidé d'écrire ses propres codes, si on peut dire, en partant bien évidemment de la base fournie par Bosch au départ. Et Porsche leur a emboîté le pas après les 24 heures du Mans 2023. Et ça aussi, ça les a aidés. Ça les a aidés en progressant sur le software. Ça les a aidés à résoudre pas mal de soucis. On remarque qu'aujourd'hui, même les derniers concurrents LMDH qui étaient déjà là l'an passé, donc je parle de Cadillac et de BMW, ils se rendent compte qu'ils vont peut-être devoir aussi y passer. Peut-être qu'eux aussi, ils vont devoir se pencher sur le software, écrire leur propre code pour optimiser le potentiel de leur monture. Honnêtement, voilà, je pense que ça se sent depuis le début de la conversation. Bravo. Autant ils ont été la cible de nombreuses critiques l'an passé et honnêtement, c'était justifié tant en WEC qu'en IMSA. Autant cette année, l'équipe a été assez irréprochable, tant en WEC où le titre pilote, ça sent bon quand même pour le titre pilote. Ils ont été d'une régularité incroyable. Pas les plus rapides, mais d'une super régularité. Et en IMSA, c'est pareil. C'est toutes les équipes, toutes les autos ont connu leur moment compliqué, mais la numéro 7 moins que les autres. Et derrière, à tel point que c'est quand même assez rare en IMSA que le titre soit joué avant même la finale, ce qui était le cas, parce qu'au final, notamment au titre constructeur, à partir du moment où une des 4 Porsche engagées prenait part au tour de formation, c'était dans la poche.
Et après les qualifications, le titre pilote était aussi assuré pour Porsche. Il se joue entre les deux équipages. Donc c'est non, non, bravo à Porsche et Penske. Il manquera les 24 heures du Mans, hein, Thibaut. On sait que Exactement, mais c'est le Graal de Roger Penske. c'est- Il le veut. voilà. Puis après, c'est ce qu'il disait. Il faut toujours un objectif. Et mais surtout, comme disait Thomas Laudenbach après la course hier soir, la saison n'est pas finie puisque il y a Bahreïn qui arrive le 2 novembre et que ce sera pas facile d'aller chercher le titre constructeur parce qu'ils ont que 10 points d'avance sur Toyota. Donc Toyota a encore son destin entre ses mains et en cas de victoire, Toyota sera titré au championnat constructeur. Par contre, au championnat pilote, il faudra un cataclysme pour que celui-ci n'échoue pas dans les mains de André Lotterer, Kevin Estre et Lorenz Vanthoor. Donc il y a encore un titre à aller chercher et celui-ci il sera plus compliqué qu'en IMSA parce que suffira pas de prendre part au tour de formation, il faudra globalement faudra gagner, faudra gagner ou presque pour rafler la mise. On va revenir, Thibaut, un peu plus en détail sur le déroulé de Petit Le Mans, Oh oui, de cette oh oui. édition 2024. Bon, globalement, comme tu dis, Porsche a dominé. Porsche Penske Motorsport a dominé la majorité de la course, puisque au total, il y a 235 tours menés sur 443 réalisés. Donc ça fait quand même une vraie domination. C'est pourtant Cadillac qui a mené le début de course, Thibaut, avec la numéro 31. Une domination qui a pris fin avec les pénalités. Thibaut, tu l'avais très bien Ouais. rappelé. Ça a été impossible de revenir pour le trio qui pourtant avait fait un super début de course. Et à partir de là, quasiment dès la deuxième heure, on a vu les Porsche 963 prendre l'avantage et ça a duré, comme tu dis, jusque dans la dernière heure. Ils ont été forts chez Express. Après, honnêtement, bah moi, je suis pas mécontent qu'ils soient pris les pieds dans le tapis parce que pour moi, ils ont pas optimisé leur préparation pour la course. Ça, c'est sûr que Jack Aitken, il a été mis dans les dispositions pour briller. Ils ont roulé en essai ici il y a quelques semaines. Il est quasiment tout seul à avoir roulé. C'est quasiment le seul qui a roulé en essai libre. C'est lui qui a fait une des deux erreurs. Il y a un drive-through que l'on doit à lui et l'autre à Tom Blankvist. Mais Action Express n'a pas été, pour moi, irréprochable dans la préparation. Il y a un moment, il faut savoir être intelligent. Alors certes, Tom Blankvist va quitter Action Express Racing. Il va passer chez Meilleur Shank. Il va retrouver Meilleur Shank l'année prochaine à plein temps. Et et Pipo Derani s'en va aussi. Donc on a l'impression qu'ils ont presque pénalisé Tom Blankvist et Pipo Derani de s'en aller. Bon, bah, je pense pas que ce soit la meilleure solution pour essayer de briller sur une épreuve comme Petit Le Mans. Je trouve ça bien dommage. En tous les cas, ils avaient clairement le potentiel pour gagner. Je pense que hier, sur le papier, en perf pur, la Cadillac était peut-être la plus rapide et ils n'ont pas réussi à concrétiser. Parce qu'après, on l'a bien vu, en dehors de son souci, la Cadillac numéro 1 a aussi été très en verve. Donc, pour moi, ils n'ont pas maximisé leur chance. Donc c'est comme ça. Ah, Avant pardon, VM, je excuse-moi. pense qu'il y a peut-être une voiture qui n'est pas Oui, tu as bien raison. qui a sans doute manqué le coche. Enfin, tu vas peut-être me le dire, Oui, mais oui, oui. elle a clairement été la principale rivale des Porsche durant une grande partie de la course, avant le retour de la Cadillac aux avant-postes. C'est la Cura numéro 10 du Wayne Taylor Racing Ouais. qui a tout perdu dans un contact en fin de course. Mais c'est vrai que la numéro 10 a vraiment joué aux avant-postes la Ouais. majeure Non, partie de la course, quoi. tu fais bien de le noter. Honnêtement, j'ai juste envie de dire, mais ils ont une poisse à Petit Le Mans, eux. Mais tous les ans, il leur arrive un truc, alors que tous les ans, ils sont dans la lutte. Donc, j'attendais pas forcément les Acura aussi bien, mais ils ont fait une super course. Et Brandon là, Hartley honnêtement, aussi. Brandon Hartley était bah, bien sûr. très Non, très bon. non, ils ont fait une top course. Eux aussi, ils voulaient finir sur une bonne note la fin de leur aventure avec Acura avant de rejoindre Cadillac. Et ça s'est pas fait. Et ils peuvent rien se reprocher. Le problème, c'est que voilà, Ricky, il se retrouve à être je crois, il va doubler une BM et il y a la Mustang qui est partie en tête à queue après un contact avec une Porsche GT. C'est du Wright Motorsport et là, s'il peut pas l'éviter, il arrache tout le côté gauche de la voiture. Il peut rien, le pauvre. Je suis assez surpris par, je veux pas critiquer, il faudrait revoir les images, mais j'ai l'impression que le drapeau jaune tarde un peu à sortir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si ils arrivent un peu pleine balle, les autres. Donc ça, c'est un petit peu, mais c'est dur. En tous les cas, c'est dur à avaler. On a vu ça avec des images. Ricky avait était vraiment dévasté par ce qui s'était passé et ils avaient, tu as raison de le souligner, une belle chance de contrecarrer les assauts de Porsche, même si voilà, comme on disait, Porsche a été assez bluffant et Wayne Taylor aurait mérité d'avoir une chance jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que on parlait des progrès de Porsche, voir Porsche performant sur un circuit comme Road Atlanta, qui est quand même pas le plus plat. Voilà, exactement. C'est aussi une preuve des progrès effectués par le constructeur allemand parce que jusque-là, on les a vus très en délicatesse sur les circuits bosselés. Et là, de plus en plus, on voit que la voiture est de plus en plus à l'aise sur tous les terrains. Donc ça, c'était une très bonne chose. Mais voilà, en tous les cas, non, non, ça a été dur pour le Wayne Taylor Racing. Il faut savoir que, pour anecdote, hier soir, les équipes Cadillac et les équipes
associé à Cadillac et associé à Acura, étaient déjà en train d'échanger les voitures. Les Acura, elles sont reparties avec meilleur champ qui est venu les chercher, si on peut dire. Les Cadillac, elles sont parties chez Wayne Taylor. C'était une page qui se tourne. Et pour le coup, vraiment pas été vernis et ils méritaient bien mieux. Ouais, mieux que la 7e place de la numéro 40 où on retrouvait Louis Delétraz avec Jordan Taylor et Colton Herta. Thibaut BMW qui sortait d'une belle prestation Indianapolis hein, avec la victoire pour la M hybride V8 enfin, si on pouvait dire ça au vu de la saison 2024. Ouais. Et là, bon, 4e place au pied du podium, mais première voiture à un tour. Est-ce qu'on est retombé un petit peu dans les travers, on va dire ça comme ça, de BMW Team RLL ou est-ce que bon, le déroulé de la course n'a pas tourné en faveur de la marque allemande? Je vais être méchant. Autant je trouve qu'ils font des gros progrès en WEC, autant en IMSA, malgré le doublé Indianapolis, je le sens un petit peu moins. Le doublé Indianapolis, il est quand même assez chanceux. Ils sont pas dans le coup. Il y a des conditions dantesques. On a même vu, sans leur faire offense, à Lamborghini mener la danse. Et malgré une BOP qui est quand même sur le papier assez favorable, elles sont pas là. Et pourtant, il y en a à chaque fois quand on regarde les feuilles, on se dit mais ils vont faire quelque chose. Moi, ils m'ont jamais donné la sensation de pouvoir jouer devant. À la fin, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a eu des abandons, il y a eu des voitures retardées, et c'est pour ça qu'ils sont là. Mais moi, ils m'ont jamais donné la sensation de pouvoir se mêler à la lutte. Donc, je suis assez déçu, moi. La victoire Indianapolis, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt pour BM en IMSA. On verra ce qui se passe à Bahreïn en WEC, puisque BMW et WRT restent quand même sur deux belles prestations à Austin et bien évidemment plus encore à Fuji avec une deuxième place. Donc on espère que ça va continuer sur cette dynamique, mais globalement j'ai encore été un petit peu déçu de mon côté par le BMW M Team RLL à Petit Le Mans. Je les ai jamais trouvés très très saignants. Et pour conclure, Thibaut, sur le GTP, Lamborghini, bon, qui a fait une course au classement, au niveau du classement encore un peu anonyme, hein, puisqu'il termine à la 15e place derrière les premières LMP2, mais la voiture a été percutée hein, durant la course, ce qui a causé un arrêt au stand assez long, et bon, une perte de 4 tours, forcément, c'est pas simple, sans compter des pénalités. Comment on peut conclure cette saison IMSA pour la SC63 qui était pilotée, on rappelle, par Matteo Cheroli, Andrea Caldarelli et Romain Grosjean. On va pas tirer sur l'ambulance. La voiture, elle a des gros défauts. À la moyenne des meilleurs tours en course, Andrea Caldarelli, il est pas si mal. Le poids encore indiqué par la BOP, la voiture SC63 est encore en surpoids. Il y a des problèmes de suspension et il faut qu'ils travaillent dessus. Ils vont le faire, j'espère, même s'il y a des inquiétudes qui planent au-dessus du programme. BMW ne s'est jamais mêlé à la lutte, mais que dire de Lambeau. Donc ça c'est un peu frustrant. Après, c'est une voiture, on va pas se mentir. On parlait des progrès effectués par la Porsche sur tous les tracés, notamment les tracés bosselés. La Lambeau, de par ses problèmes de suspension, bah forcément, hein, dès que c'est bosselé, elle est pas dans son jardin. Donc à Petit Le Mans, c'est plus compliqué. C'est sûr, c'est plus compliqué qu'Indianapolis, même si encore une fois, Indianapolis, ils ont réussi aussi à se montrer en raison des conditions météorologiques qui étaient assez déplorables. Le défi est de taille pour Lambeau. Ils ont beaucoup appris, je pense. L'ambiance n'est pas au beau fixe, on va pas se mentir. Va falloir voir un petit peu ce qui se passe dans les jours, semaines à venir. Pour le futur. On a vu que la liste des engagés à la saison 2025 faisait mention d'une SC63 en Michelin Endurance Cup. On espère que ça va se confirmer. Nous, on veut tous voir Lambeau devant se battre. Le problème, c'est qu'il faut déjà qu'il fasse le nécessaire pour y arriver. Et donc d'abord en travaillant sur le potentiel de l'auto, qui encore une fois ne peut même pas utiliser les chiffres accordés par la BOP. Et après, voilà, faire des courses peut-être aussi plus propres. Tout n'est pas encore parfait. Moi, j'espère vraiment que ça va continuer et ça devrait continuer. Hein. Il y a pas de, en tous les cas, le programme SC63 n'est pas à l'arrêt et on sait à quel point l'IMSA, comme on l'a mentionné dans notre article, est important pour Lamborghini et il y a honnêtement la priorité hein, même par rapport au WEC, il faut le dire. J'espère vraiment que les évolutions apportées à l'auto qui ont été testées à Barcelone sous peu et qui vont encore l'être cette semaine au Paul Ricard vont porter leurs fruits et que ce sera mieux dès les 24 heures de Daytona en janvier prochain. Thibaut, on va passer au LMP2 ou un petit cocorico quand même, puisque TDS Racing a remporté Petit Le Mans dans la catégorie avec Hunter McElrea, Mikkel Jensen et Steven Thomas. Une belle victoire hein, pour les troupes de Jacques Morello et Xavier Combet qui conclut, ma foi, une saison probante hein, pour la numéro 11. Une victoire devant Riley Motorsport, Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon et Era Motorsport avec Connor Zilich, Ryan Dalziel
et Dwight Merriman. Le titre, en revanche, Thibaut, pour Tom Dillman et Nick Bull sur la voiture du Inter Europol by Pierre-Juan Mathiasen. On a encore vécu une course ultra animée dans la catégorie. Alors, ultra animée avec des belles bagarres en piste. Ultra animée, malheureusement, pour Ben Keating avec 2 sorties de piste qui a franchement fait du petit bois sur cette épreuve, sans être méchant avec l'ami Ben, mais ça a vraiment été un peu compliqué Non, pour non, il n'a lui. pas été, il faut le dire, il a été, on sait à quel point c'est un pilote talentueux. Là, il n'a pas été brillant, Là, non. voilà, ça a été un peu compliqué. Et Thibaut, le LMP2, on sait, se porte très bien. On l'a vu avec la liste des engagés pour la saison 2025 en IMSA. Et la catégorie sera encore ultra attractive l'an prochain. Cette finale de Petit Le Mans n'a pas dérogé à la règle. Non, ça a été, voilà, tu dis petit cocorico, un grand cocorico, parce que honnêtement, déjà, chapeau à TDS, on sait à quel point l'équipe est de qualité. Les 3 pilotes ont effectué le job. Hunter McElrea, il est étonnant. Steven Thomas prouve qu'il est de plus en plus constant, fiable. En tant que bronze et j'y reviendrai juste après d'ailleurs et Mikel Jensen qui pour moi prouve course après course que pour sûr c'est l'un des meilleurs pilotes de proto du moment. C'est très frustrant de le voir sur un programme Peugeot qui ne fonctionne pas en WEC, mais en tous les cas en IMSA là on a vu à la relance il a résisté à Fraga sur la Riley et après il a pris je crois 14 secondes d'avance. C'est assez bluffant, mais il est voilà, c'est un mec qui est aussi rapide que fiable, chapeau à lui, il est brillantissime et j'espère que ce soit Peugeot ou quelqu'un d'autre il aura une chance de briller en hypercar sous peu parce que clairement il le mérite. Après TDS a fait le job, il termine par une belle victoire à Petit Le Mans, ils y associent en plus le titre en Michelin Endurance Cup et ça c'est super chouette pour eux. La semaine prochaine il va falloir qu'ils remettent le couvert puisqu'ils jouent le titre en LMP2 Pro-Am en European Le Mans Series face à F Corset et au trio Perrodo, Vaxivière, Rovera. Donc ça va être c'est 10 jours intenses pour l'écurie Montpellier. Et puis, il y a Inter-Europol qui s'est lancé le défi IMSA cette année après que les LMP2 ont été bannis du WEC. Défi de taille et intelligemment, ils ont décidé de s'associer à une équipe qui connaît bien la série, à savoir Pierre-Juan Mathiasen Motorsports. Et coup d'essai, coup de maître, et saison très très régulière pour Tom Dillman et Nick Bull. Ils ont été vraiment assez exemplaires et voilà, la situation n'était pas confortable. Ils sont arrivés quand même avec un avantage de 98 points. Globalement, comme le disait à juste titre Tom dans une interview qu'il nous a accordée, c'est on a tout à perdre en fait. Et comme on disait, sur un circuit de 4 kilomètres avec 53 voitures, on a vite fait de se faire mettre dans le rail. Donc On l'a vu. voilà, exactement. Donc ils ont un petit peu serré les fesses pendant toute la course, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Pour, finalement, en plus, une belle fin d'épreuve de Tom qui a gagné 2 places pour finalement terminer quatrième. Et ils ont titre. Donc voilà, Tom, il avait tout à découvrir et vraiment chapeau parce il avait pris l'année dernière le pari de lui-même de quitter Von Hall Racing Team, l'équipe de Colin Colles, parce que il se demandait si ça allait vraiment lui permettre, ça allait lui servir de rampe de lancement. Donc il a pris la décision de partir. Et là, il se retrouve avec un très beau programme P2 cette année avec l'IMSA où ça y est, le titre est en poche. Et ça a été le grand artisan du sacre de l'écurie polonaise Inter-Europol Compétition. La semaine prochaine, il joue le titre en ELMS. Donc vraiment super saison. Il a su assumer parfaitement ce rôle de leader et il a été bien épaulé par Nick Bull. La course a été compliquée, on va pas se mentir. Jakub Szymekowski qui jouait les renforts, il n'a pas été à son meilleur niveau. Il a fait un tête à queue qui a été très préjudiciable puisqu'ils ont laissé un tour et demi dans l'affaire. Et comme on le disait pour Action Express notamment, il n'y a pas eu beaucoup d'interruptions de course. Donc revenir dans le tour du leader, c'était compliqué. Ils ont dû attendre la dernière interruption de course pour réussir à le faire. Et Nick Boultibo qui remporte en plus l'invitation aux 24 heures du Mans, puisque Nick Boul est le meilleur pilote bronze dans la catégorie LMP2. Donc ça fait une invitation d'office pour le pilote, donc ensuite à savoir avec qui il honorera cette Voilà. invitation. Mais bon, c'est sûr que pour lui quand même, c'était un sacré objectif, puisqu'il pouvait quand même d'ores et déjà avec le Jim Truman Award s'assurer une présence aux 24 heures du Mans en Ouais. 2025. Non, c'est une très bonne nouvelle. Et bon, il a l'air d'avoir des bonnes relations avec Inter-Europol. Donc, ça va peut-être permettre à l'écurie polonaise d'avoir 2 autos l'année prochaine. On sait qu'il y a 15 places encore en 2025 réservées au P2. Je pense qu'il y en aura 15 l'année prochaine et pas 16 comme cette année. Et donc, les places sont vraiment très précieuses. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est une belle affaire qu'ils ont fait là. Et voilà, comme tu dis, par contre, on verra. Peut-être qu'il choisira une autre équipe pour diverses raisons. Je sais pas s'il poursuivra avec Inter-Europol, mais voilà, en tous les cas,
c'est une super nouvelle et gageons, on espère que ça va ouvrir des portes à Tom, à Tom Dillman, voilà, qui montre une fois de plus il a largement les épaules pour passer dans la catégorie supérieure. Oui, il a fait ce choix de descendre d'un cran, hein, il nous le disait Mm. à Portimao, en marge de la Manche ELMS, de descendre d'un cran pour se confronter à voiture égale, hein, parce que c'est toujours le problème Ouais, en ouais, ouais. hypercar, hein, mais là, cette fois en LMP2, à voiture égale, à plateau égal, mais au moins de montrer ce qu'il vaut en tant que pilote face, on voit, hein, à des Mikkel Jensen, à des Fred Vesti qui était présent en dernière minute chez Tower Motorsport, des Niklas Nielsen chez Richard Mille à F Corset, des Paul Louchatin chez Au Racing, enfin des pilotes qui eux ont déjà fait leur preuve dans la catégorie. Thibaut, on parlait de Lamborghini Iron Lynx en difficulté en GTP, hein, l'émanation de l'hypercar sauce américaine. Par contre, Iron Lynx a enfin remporté une victoire majeure en endurance en GTD Pro, puisque Franck Pereira, Jordan Pepper et Mirko Bortolotti ont imposé la Lamborghini Huracan numéro 19 en GTD Pro. Un podium à forte connotation italienne, puisque Rizzi Competizione, Alessandro Pierguidi, Davide Rigone et Daniel Serra terminent à 2 secondes de la Lamborghini Iron Lynx. Enfin, serait-on tenté de dire, Thibaut, Iron Lynx a concrétisé. On sait que notamment en GT World Challenge Endurance, ça a été un petit peu compliqué cette année, notamment face à Grasseur, hein, la comparaison était un petit peu difficile. Mais là, la note finale est plutôt bonne pour le trio Bortolotti, Pepper, Pereira et Iron Lynx en GT des pros. Oui, oui, bah tu fais bien de dire enfin, et non, non, c'est une super, c'est vraiment bien. Ils ont fait une très belle course et ils le méritent amplement. Donc bravo à eux. Il y a eu pas mal de grabuge hein, en GT comme souvent, et c'est eux qui s'en sont les mieux tirés. Franck Pereira a été exemplaire. Il a fait une grosse partie du boulot hein, avec Jordan Pepper. On va dire que ça va mettre du baume au cœur à tout le monde hein, chez Lambeau quand on sait la passe un petit peu difficile traversée en hypercar GTP. Vous voyez notamment les Iron Dames qui ont eu une course un petit peu compliquée avec globalement, elles ont perdu le diffuseur, hein, donc forcément, ça marche vachement bien et qu'il a fallu changer. Et elles étaient vraiment super heureuses pour leur compagnon d'écurie, succès qui est largement mérité. Voilà. Après, Rizzi, Toujours là. on a trois beaux concurrents sur le podium. Rizzi, ça rend encore un petit peu plus difficile d'accepter le fait qu'il soit pas sur la liste des engagés 2025. Voilà, des questions de budget. Donc, ils espèrent pouvoir faire une ou deux courses. On les attend peut-être notamment à Sebring. Ils sont toujours là et c'est vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à réunir le budget nécessaire pour faire une saison complète. Mais encore une fois, une très belle course avec trois pilotes officiels Ferrari. Et puis, on va dire, les frustrés du podium Ouais, je pense que ça a sur été. la Alors, ça a troisième été marche. Hein. le chassé croisé entre. Alors, puisqu'il n'y avait que Ross Gunn, hein, Thibaut, qui était en lice pour le titre pilote sur l'équipage de l'Aston Martin numéro 23 The Art of Racing. Et Ross Gunn a longtemps entrevu le titre parce que sur la Porsche 911 numéro 77 de AO Racing, on a connu des déboires d'entrée de jeu et la course a été très, très, très longue pour notamment Ouais. Lorin Heinrich qui finalement repart avec le titre et Lorin Heinrich qui était épaulé sur cette épreuve par Julian Lower et Michael Christensen. Boîte de vitesse bloquée, c'est ça Thibaut, sur le premier rapport qui a retardé largement la voiture en début de course et qui a un temps mis en danger, un grand danger, le titre pour Lorin Heinrich qui était pourtant leader depuis très longtemps cette année. Bah, comme on disait que Tom Dillman a fait la course en serrant les fesses, c'est exactement ce qu'il redoutait Tom et c'est ce qui s'est passé pour AO. Alors finalement, ils s'en sortent très bien. Il faut savoir que l'Aston Martin, The Art of Racing et Ross Gunn devaient terminer aux deux premières places, à l'une des deux premières places pour espérer l'emporter et compter sur un mauvais résultat de AO Racing. Le mauvais résultat d'AO Racing, il est intervenu parce qu'il termine 11e de mémoire. Donc c'est vraiment une catastrophe, si on peut dire. Et eux, bah, l'Aston Martin, je sais plus, elle échoue en rien de la deuxième place. Seconde 8. Ils sont sur le podium, mais ils ont des raisons d'être agacés. Donc ça, c'est vraiment frustrant pour eux. Mais voilà, au Racing a fait une très belle saison. Vraiment chapeau, Lorin Heinrich, c'est vraiment du solide. Hein. Je crois que de mémoire, il y a 2 ans, il débarque ici, il connaissait pas le tracé, il gagne en Porsche Carrera Cup North America. Honnêtement, quand je regarde les jeunes, moi aujourd'hui, il m'impressionne plus qu'un Thomas Prenning. Donc je trouve qu'il a fait une saison remarquable, il mérite son titre. Et Et voilà, tu le verrais été à l'échelon supérieur? à moyen terme, oui.
À moyen terme, oui. Après, on verra ce qui se passe avec les Porsche privés, les 963 privés l'an prochain. Julien, alors qui a une autre expérience à un autre âge, Julien Andlauer, il a eu, c'est pas Porsche qui lui a donné sa chance sur la 963 privée, hein, soyons clairs, c'est Christian Ried qui a décidé de lui faire confiance. Et il a prouvé en une saison qu'il avait sa place. Et l'année prochaine, il sera sur une 963 officielle. Il a un petit peu montré la voie. Ça doit donner des idées à Porsche. Je pense que Porsche se doit aussi à un moment de soutenir ses écuries clientes, peut-être en leur fournissant des jeunes pilotes. Ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et je trouverais pas ça bête du tout de mettre un Lorin Heinrich l'année prochaine sur une 963 de Proton Compétition en WEC ou en IMSA pour éventuellement préparer la suite. En tous les cas, il a prouvé qu'il le méritait voilà, c'était vraiment une belle, une très très belle saison, une très belle saison pour lui avec cette Porsche qui a quand même la faveur des fans. Et on rappelle Lorin Heinrich, champion avec 3122 points contre 3118 pour Rosgun, 4 points C'est d'écart. rien. Et quand on connaît le Rien. barème IMSA, Ouais. c'est absolument rien. Ça pourrait être C'est, beaucoup sur un c'est... championnat comme le GT World Challenge, par exemple en sprint. Ah ouais. Là, ce n'est absolument rien du tout. 3 points à l'IMSA, c'est moins d'un point sur un championnat FIA, quoi. Ouais, Non, largement. c'est vraiment. Ah ouais. Largement. Mais bon, comme on dit, les petits points intermédiaires peuvent faire la différence, les points de qualification aussi, parce que Lorin Heinrich et la Porsche Au Racing ont marqué des pole positions, contrairement par exemple à Rosgun. Donc ça a joué forcément dans le déroulé de la saison et dans le décompte final de cette classe GT2. Ouais. Et puis déjà, tu fais bien noter, parce que déjà, même en s'assurant la pole samedi, en fait, il s'était globalement quasiment assuré le titre, hein. Donc c'était important pour le coup. On a vu en IMSA que la pole, les qualifs peuvent avoir une importance sur le résultat final. Et on a vu aussi, Thibaut, que les points intermédiaires ont compté pas mal, notamment pour l'attribution du titre Endurance, évidemment, dans ces 10 heures de petit Le Mans. Et on va conclure avec la classe GTD, Thibaut, où sans grande surprise, Winward Racing et le tandem Russell Ward, Philippe Ellis sont titrés. Bon, là, on n'avait que peu de doutes, puisque le titre a été sécurisé durant la course, justement, avec ces fameux points intermédiaires. Il n'a pas fallu attendre pour le duo l'arrivée. Une course en GTD, Thibaut, qui est finalement remportée par Conquest Racing avec Cédric Sbirazzoli, Albert Costa et Mani Franco. C'est une super performance pour l'écurie d'Éric Bachelard, qui monte en puissance. On les a vus performants tout au long de la saison en GTD. On les a vus aussi faire quelques incursions en GTD Pro. Ça augure de bonnes choses pour cette formation. Oui, c'est bien de terminer comme ça, d'autant qu'il y a un moment, Ferrari va avoir aussi besoin de bras armés en GT2 Pro s'ils veulent briller, puisqu'on parlait de Rizzi qui ne sera pas là l'année prochaine. Donc non, ils ont fait encore ils ont fait du beau boulot avec un bel équipage. Alors ils ont un petit peu tiré aussi profit à un moment des soucis rencontrés par Lexus de mémoire. Je crois qu'il y a eu des petits soucis pour la numéro 12. De toute façon, dans ces catégories-là, c'est impossible de tirer une quelconque enseignement avant la course et de faire des pronostics. Là, on a vraiment un classement avec voilà, ça fait Ferrari, Lamborghini, Lexus, Ferrari, Lamborghini. Mercedes a eu pour le coup a pas été dans le coup, alors qu'ils étaient bien en essai, mais il y a eu des erreurs de commises. Le spectacle a encore été grandiose et je tiens d'ailleurs, en parlant de la catégorie GTD, à saluer le niveau global des amateurs. Et ça, notamment, je ne sais plus, il y a un pilote de GTP qui l'a souligné hier en conférence de presse. Il y a eu que, encore une fois, 5 interruptions de course et c'est aussi lié à ça. Il n'y a pas eu de comportement aberrant en piste. Il y a eu globalement, on a quand même on va dire trois règlements, trois plateformes techniques différentes, puisque GTD Pro sont exactement les mêmes. Et ça a été très réussi, ça s'est super bien passé. Le gros accrochage ces derniers là entre la Mustang et la Porsche GT, c'est deux voitures de la même catégorie. Donc globalement, c'est à saluer. Et quand on parlait tout à l'heure de Ben Keating et des erreurs qu'il commet, pour rebondir sur des pilotes amateurs, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi des pilotes bronze qui ont su hausser leur niveau de jeu. Et Ben, ça a beau être toujours une référence en la matière, aujourd'hui il se fait chatouiller. Peut-être que c'est plus compliqué que lui avant de faire la différence par rapport aux pilotes de la même catégorie. Donc voilà, je tenais à saluer parce qu'on est des pilotes amateurs dans des courses d'un tel niveau, c'est ça, c'est aussi le charme de l'endurance. Mais alors qu'en plus on en a qui ont un comportement aussi irréprochable en piste, c'est vraiment génial. Il faut que ça continue comme ça. On a vu en WEC à quel point, de toute façon, on le sait très bien, le niveau du pilote bronze est prépondérant sur les résultats. Et je trouve que c'était quelque chose
à mentionner quand même sur cette 27e édition du Petit Le Mans. Et l'augmentation du niveau pour ces pilotes bronze, forcément les pilotes pros se crachent encore plus dans les mains et c'est comme ça qu'on voit des super passes d'armes et le dépassement d'Albert Costa sur Loris Spinelli pour la victoire en fera partie forcément Ouais. dans cette édition de Petit Le Mans 2024. Thibaut, il y a eu deux grosses annonces, on va dire ça comme ça, autour de cette finale de l'IMSA. On va commencer déjà par tirer un beau coup de chapeau à Richard Westbrook, Thibaut, qui a annoncé la fin de sa carrière après l'épreuve. Richard Westbrook, ça reste quand même un grand nom de l'endurance, globalement. Ça va faire un petit vide, on va appeler ça comme ça, de plus voir Richard Westbrook au volant. Ah bah, c'est une légende, hein. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, c'est sûr, Champion qui a FIA été GT2 en 2009. ouais, voilà, il roulait avec Emmanuel Collard chez ProSpeed, si je dis pas de bêtises. Sans voler fort en France, un vieux de la vieille, hein. Dans un peu plus d'un an, il va faire 50 ans. Donc voilà, on l'a vu au Mans, il a brillé au Mans, on l'a vu, il est issu, c'est un pilote issu de la Porsche Carrera Cup. Il a gagné pas mal de choses. On l'a vu pilote officiel Ford, on l'a vu pilote officiel Corvette. Et c'est un grand monsieur, c'est vraiment un grand monsieur de l'endurance qui tire sa révérence. Il va manquer. Hélas, sa sortie n'a pas été aussi belle qu'escomptée puisque sa Porsche a dû renoncer. Il a quand même 5 podiums de catégorie aux 24 heures du Mans, dont faut pas oublier 2 au général, en 2022 et 2023 avec Glickenhaus, puis avec la Cadillac V-Series R, qui, pour ce qui demeure aujourd'hui un des plus beaux résultats de la LMDH de JM. Chapeau à lui, c'est un super bonhomme, un super pilote et c'est un grand nom d'endurance qui tire sa révérence. Et très marqué États-Unis dans sa carrière, comme tu Ouais, dis. ouais, Corvette, ouais. Ford, Glickenhaus et Cadillac sur la fin en proto. C'est sûr que les États-Unis ont marqué sa carrière. Et Thibaut, la deuxième grande annonce en marge de la finale, c'était la liste des engagés pour 2025, où on pourra compter 48 voitures à l'année, 55 en Michelin Endurance Cup, sans doute Thibaut plus de 60 aux 24 heures de Daytona en janvier prochain. On savait que l'IMSA se portait bien, la confirmation est nette. Ouais, c'est sûr, il y a eu une super saison. Alors, il n'y a pas de surprise notoire sur la liste des engagés. Une super liste des engagés. Il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, des XDT, notamment en GT. Il y a Aston Martin en catégorie GTP, hein, la voiture, la Valkyrie LMH. Et il devrait y avoir un 49e engagé qui n'a pas encore été annoncé. Et comme tu disais, là, John Doonan, dans une interview à paraître dans les jours à venir sur Endurance Info, nous confiait il a quasiment 90 demandes pour Daytona. Des gens qui veulent faire un one-off, des gens qui veulent mettre une deuxième voiture. 90 demandes, c'est assez colossal, en comptant que globalement, ils ne veulent pas dépasser les 61 voitures. Le comité de sélection a du boulot. On devrait connaître la liste en novembre, je crois. Mais bon, voilà, c'est un signe de plus que l'endurance se porte bien, que le partenariat noué avec la CO, c'était obligatoire. Et c'est une bonne chose pour les deux parties, le WEC comme pour l'IMSA. On a encore battu des records d'affluence un peu partout. Encore une fois, à Petit Le Mans, moi j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller pas mal de fois. Et c'est la première fois que je me retrouve dans les bouchons en arrivant au circuit. Pourtant, on est parti tôt samedi matin. On va patienter un tout petit peu avant qu'elle reprenne. Mais bon, il y a 4 heures de Daytona, c'est fin janvier. Il y a des essais collectifs en novembre. Ça s'annonce presque encore mieux l'année prochaine. Il y a pas mal de sujets qui vont être sympas, puisqu'encore une fois, Wayne Taylor passe dans le clan Cadillac. Il y a meilleur champ qui revient avec Acura. Ganassi, hélas disparaît. Porsche sera toujours là avec des nouveautés côté pilote, quelques changements. Donc, on attend de voir un petit peu aussi les ambitions qu'auront Proton et JDC avec leur line-up de pilotes. Et non, tout ça, ça s'annonce super bien. Et bah ouais, chapeau à eux. C'était une magnifique saison avec une très belle finale. Et comme on l'a dit, des champions qui n'ont pas volé leur titre. Petit Le Mans donc a conclu cette saison 2024 de l'IMSA. Merci Thibaut pour ce tour d'horizon de cette dernière manche américaine. Le prochain rendez-vous endurance avec les protos en action, ce sera évidemment les 8 heures de Bahreïn pour le championnat du monde d'endurance avec, comme on l'a évoqué, l'attribution des titres. Duel Porsche-Toyota. Un duel Porsche-Toyota pour les constructeurs et sans doute un nouveau type pilote pour Porsche Penske, ce qui ne manquera pas de nous donner beaucoup de sujets à aborder dans un prochain numéro Track Limit by Minerva, notre podcast. Merci Thibaut encore pour ce bilan et cette analyse des différents sujets de Petit Le Mans. On se retrouve prochainement pour un prochain numéro de notre podcast. Merci Thibaut. Merci à tous.